Et si tout ce que les soi-disant experts considéraient comme impossible ne l'était tout simplement pas, dans un garage ordinaire et exigu se trouve quelque chose qui ne devrait même pas exister dans cet état, une Bugatti Chiron pur sport, réduite non pas à l'état de dommage, mais à l'état de dévastation. Il ne s'agit pas d'une voiture avec des rayures à polir ou des panneaux à remplacer. C'est une machine qui a été complètement détruite, le genre d'épave qui est censé disparaître discrètement du monde. Selon toutes les normes établies, une voiture comme celle-ci n'est pas censée renaître ici. Elle est censée être radiée, effacée de la mémoire ou renvoyée aux mains mêmes qui l'ont créée. Et pourtant, au mépris de tout ce que l'on nous a dit, quelqu'un est sur le point de défier ce destin. L'air est chargé de tension avant même que quoi que ce soit ne commence. Des étincelles vont jaillir, des boulons vont résister et se briser, et chaque seconde qui passe flirte avec le désastre. Ce qui se déroule ici n'est pas seulement une reconstruction, c'est une confrontation avec l'idée même d'impossibilité. Le monde est sur le point d'assister à quelque chose que personne ne croyait possible et les risques ne pourraient être plus élevés. Cette histoire ne commence pas avec l'ambition mais avec l'impact. Un accident si violent qu'il a envoyé des ondes de choc dans le monde des hypercars. Au centre de tout cela se trouve Alex, un ami et un collègue créateur lié à Matt Armstrong et le propriétaire de l'une des 60 Pure Sports jamais fabriquées. Ce qui reste après l'accident est presque méconnaissable, un avant anéanti, un cadre en aluminium tordu au-delà du raisonnable et une boîte de vitesse poussée jusqu'au bord de la ruine. Pour la plupart des gens, c'était fini au moment où cela s'est produit. Une perte totale, un chapitre clos. Mais pour Matt, c'était tout autre chose. Une opportunité qui ne demandait qu'à être saisie. Alors que d'autres voyaient une fin, lui voyaient une ligne à franchir. Bugatti est rapidement intervenu, offrant un plan de réparation garanti par l'usine d'une valeur de 600 000 $. Mais il y avait une condition à cela. Une condition qui n'était pas négociable. La voiture devait être réparée dans l'un de leurs 2 centres agréés. Pas d'exception, pas d'alternative. C'était leur façon de faire ou pas du tout. Peu après, le PDG Maitrimac s'est adressé publiquement à la situation. Calme, posé et inébranlable, il a expliqué que seuls 2 endroits sur Terre possédaient les outils, la formation et la précision nécessaires à une telle reconstruction. Tenter de le faire ailleurs, a-t-il averti, pourrait conduire à une défaillance catastrophique. Des conséquences qui pourraient mettre la vie en danger si la voiture retournait sur la route. Le message s'est rapidement répandu, attirant des centaines de milliers de téléspectateurs et transformant le projet en quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple réparation. Il est devenu une histoire de défi, faisant de Matt l'outsider d'un combat moderne entre David et Goliath. Mais l'hésitation n'est jamais venue. Matt a vu au-delà des avertissements, au-delà du doute, quelque chose de bien plus convaincant. La chance de tester les limites, de prouver que la compétence et la détermination pouvaient rivaliser avec les usines les plus avancées. Il a négocié un rachat pour 1,9 million de $, et s'est approprié l'épave non seulement pour reconstruire une voiture, mais pour réécrire le récit qui l'entoure. Ce n'était plus une idée risquée ou une expérience audacieuse. C'était devenu une mission où chaque décision avait un poids, financier, réputationnel et personnel. L'échec n'était pas seulement possible, il se profilait à chaque tournant. Et pourtant, il n'a jamais été question de s'en éloigner. Le garage s'est transformé presque instantanément en une toute autre chose. Non pas un espace de travail, mais un champ de bataille. Chaque centimètre de la Pure Sport a été disséqué avec précision, chaque courbure documentée, chaque fissure étudiée comme un indice dans un puzzle plus vaste. Le monde l'a observé de près, partagé entre le scepticisme et l'admiration. Certains attendaient qu'elle s'écroule, d'autres espéraient être témoins de l'histoire. Chaque test de soudure, chaque boulon dénudé, chaque moment d'incertitude a été amplifié sous le regard des enthousiastes du monde entier. Les débats ont inondé les médias sociaux. Pouvait-on vraiment diviser une Chiron, reconstruire les dégâts catastrophiques et la rendre à nouveau sûre sans le soutien de l'usine qui l'a construite? Ou bien cela allait-il devenir la preuve que certaines limites ne sont tout simplement pas faites pour être franchies? Au début, beaucoup ont considéré qu'il s'agissait d'un coup monté, quelque chose destiné à échouer sous le poids de sa propre ambition. Mais au fur et à mesure que le démontage se poursuivait, quelque chose a commencé à changer. La détermination de Matt ne faiblissait pas, elle s'aiguisait. La tension montait à chaque pas. Les défaillances structurelles se révélaient, les boulons craquaient sous la pression, et chaque décision semblait pouvoir déterminer le sort de l'ensemble du projet. Ce qui avait commencé comme un doute
s'est lentement transformé en quelque chose de plus intense, de plus saisissant. Il ne s'agissait plus seulement de réparer une voiture, c'était devenu une déclaration, un défi aux limites de ce que les constructeurs indépendants pouvaient réaliser. Et au centre de tout cela, il y avait l'état d'esprit de Matt intrépide, méthodique et implacable. Chaque geste à l'intérieur du garage comportait un risque mais aussi un but. Les petites victoires ont commencé à prendre de l'importance comme jamais auparavant. L'inspection d'un support tordu, l'essai réussi d'une soudure, le réassemblage même d'une fraction de la structure. Chaque moment était un triomphe tranquille contre des obstacles écrasants. À ce stade, l'aciron était déjà devenu plus que du métal tordu. Elle évoluait vers un symbole de résistance, de repoussement des limites imposées par la tradition et l'autorité. Puis vint le moment qui allait tout définir la séparation. Séparer l'aciron en deux n'était pas une simple étape du processus, c'était le test ultime. Bugatti avait été clair, cela n'était pas censé être possible en dehors de leurs installations. Cela nécessitait des élévateurs spécialisés, des outils exclusifs et un environnement conçu pour la perfection. Et pourtant, c'était là sur le point d'être tenté dans un modeste garage avec un équipement de base et une équipe motivée par la croyance plutôt que par la permission. Sur le papier, l'objectif semblait simple, séparer les parties avant et arrière pour accéder au moteur et à la boîte de vitesse. En réalité, c'était tout sauf cela. Le processus a commencé avec un soin méticuleux. Les faisceaux de câbles ont été déconnectés un par un, les conduites de fluide vidangées et scellés les supports structurels soigneusement desserrés. Chaque câble, chaque tuyau, chaque boulon devait être pris en compte. Et presque immédiatement, les complications ont commencé. Des fixations cachées sont apparues là où on ne les attendait pas. La corrosion s'est accrochée obstinément au support, menaçant d'arrêter la progression. Le tube en fibre de carbone a révélé des irrégularités subtiles mais dangereuses qui pourraient détruire l'alignement en cas de mauvaise manipulation. Chaque obstacle a exigé de la concentration, de la précision et de la patience. Matt a constamment demandé des mesures, vérifiant à nouveau les spécifications de couple guidant l'équipe à travers chaque étape, tout en gardant un moral stable sous une pression croissante. Ce qui a rendu ce moment extraordinaire, ce n'est pas seulement la complexité ou le risque, c'est le rythme. Ce qui, selon Bugatti, devait prendre des semaines dans un environnement contrôlé en usine, s'est déroulé en quelques jours seulement. Et puis le moment est arrivé. Les deux moitiés ont commencé à se séparer, se soulevant avec une précision qui semblait presque irréelle. Propre, contrôlée, incroyablement efficace. Matt n'a pas pu cacher sa réaction. Avec un sourire, il a pointé les deux moitiés parfaitement séparées et a plaisanté en disant qu'il faudrait s'assurer qu'il y en ait 3 la prochaine fois. C'était un moment léger, mais il avait du poids. Parce que ce qui se trouvait devant lui n'était pas seulement une hypercar démontée, c'était une preuve. La preuve que l'exclusivité pouvait être remise en question. Que la compétence, la créativité et l'effort acharné pouvaient tenir tête à l'autorité de l'usine. En coulisses, les exigences techniques étaient immenses. Les conduites de liquide de refroidissement d'huile et de frein devaient être gérées sans faille. Les systèmes de câblage devaient être étiquetés avec une précision absolue pour éviter toute défaillance électrique catastrophique. Les supports de moteur et les boulons du sous-châssis devaient être retirés dans des séquences exactes pour protéger l'intégrité d'un châssis valant des millions. Il n'y avait pas de marge d'erreur. Une seule erreur aurait pu briser la structure en fibre de carbone, fissurer des supports critiques ou rendre la voiture définitivement impraticable. Sur le plan émotionnel, il était impossible d'ignorer le poids de tout cela. Le monde regardait attendant le triomphe ou l'effondrement. Chaque revers devenait un moment de suspense, chaque succès une poussée d'élan. Lorsque la scission fut terminée, quelque chose avait fondamentalement changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une reconstruction ambitieuse, mais d'un défi direct à la narration de l'impossibilité elle-même. Et puis l'aciron, enfin ouverte la vérité, s'est révélée dans toute son ampleur. Les dégâts étaient encore plus graves que ce que l'on avait imaginé. Le moteur avait été projeté vers l'avant lors du crash, écrasant les tuyaux de refroidissement et tordant les connexions au-delà de leurs limites. Les supports en aluminium moulé retenant le groupe motopropulseur, des composants critiques et irremplaçables, étaient brisés des deux côtés. Des fractures nettes les traversaient comme des cicatrices, preuves silencieuses de la violence qu'ils avaient subie. Debout devant tout cela, Matt a pris conscience de la situation, non pas en doutant, mais en se concentrant. L'équipe est entrée en action, examinant chaque détail avec soin. Chaque boulon, chaque support, chaque ligne a été inspecté à nouveau.
Et au milieu de toute cette destruction, il y a eu une découverte cruciale. Sous le chaos, sous les dommages qui semblaient impossibles à surmonter le cœur de la machine, le bloc moteur lui-même est resté intact. Aucun piston n'était fissuré, aucune culasse n'était brisée, et les composants internes de la boîte de vitesse semblaient intacts. Cela signifiait que le cœur de la voiture, la partie qui fait de la chiron, une chiron, était encore utilisable, mais les supports étaient critiques. Sans un moteur et un support de boîte de vitesse en état de marche, rien d'autre ne pouvait être réassemblé en toute sécurité. Une petite erreur ici pouvait ruiner des semaines de travail, voire rendre la voiture impropre à la conduite. Le souci du détail de Matt est devenu évident dans ces moments-là. L'équipe a mesuré les fractures, vérifié l'alignement et planifié la manière de renforcer ou de remplacer chaque section cassée. Chaque décision était importante. Il ne pouvait pas compter sur l'usine Bugatti et il n'y avait pas de solution toute faite. Chaque support cassé représentait un nouveau défi, il fallait trouver comment souder, renforcer ou fabriquer quelque chose de plus solide que l'original sans causer d'autres dommages. Le risque est énorme, et un seul faux pas peut anéantir tous les progrès réalisés. Sur le plan émotionnel, cette étape est intense. La crainte initiale de voir les dégâts catastrophiques fait place à la détermination. L'énergie de Matt est passée de la tension à la concentration. Les caméras ont filmé ses réactions, ses lentes expirations, l'étude des plans, les signes de tête à son équipe. Chaque point d'inspection est devenu une petite victoire. Le fait de constater que les dégâts étaient limités a été un soulagement, mais la gravité de la réparation n'a jamais été loin de l'esprit de chacun. Ce moment a mis en évidence la raison pour laquelle Bugatti a insisté sur ces deux établissements agréés. L'entreprise n'a pas essayé d'être difficile. Il savait que les dommages structurels, la précision requise et les risques encourus dépassaient les ateliers normaux. Mais la réponse de Matt était conforme à son approche provocatrice. Cet état d'esprit a transformé ce qui aurait pu être un point d'arrêt en un moment de ralliement. L'avarie catastrophique n'a pas été qu'un simple contretemps. Elle a été le théâtre de l'une des parties les plus audacieuses sur le plan technique et les plus délicates de l'ensemble de la reconstruction, le test de soudabilité et le renforcement. Une fois les fractures catastrophiques du support révélées, le prochain défi était clair. Le support en aluminium moulé du moteur et de la boîte de vitesse pouvait-il être réparé en toute sécurité? L'aluminium est notoirement difficile à souder, trop de chaleur et il se fissure. Trop peu et la liaison est rompue. L'équipe a commencé par un test de soudabilité. En appliquant soigneusement une chaleur contrôlée à un échantillon, ils ont confirmé que le métal pouvait être fusionné sans risque. Le garage est soulagé. C'est le feu vert pour aller de l'avant, mais les enjeux restent considérables. Si le support cède à nouveau pendant le soudage, des semaines de progrès peuvent s'évanouir en un instant. C'est là qu'intervient Bob, le fabricant de confiance de Matt Armstrong. La reconstruction d'une hypercar nécessite quelqu'un qui comprenne à la fois le matériau et la pression. L'expérience et les mains sûres de Bob sont devenues le pivot de l'opération. Il a commencé par souder soigneusement les fractures nettes, joignant avec précision les morceaux d'aluminium moulés. Des étincelles ont jailli, le métal a brillé, et chaque soudure a été examinée à la loupe pour atteindre la perfection. Matt et l'équipe ont surveillé chaque angle, prêts à repérer la moindre faille. Le soudage ne suffisant pas, Matt a insisté pour qu'on le renforce. En utilisant des renforts supplémentaires en aluminium et un modèle de soudure précis, Bob a renforcé le support au-delà de la conception originale. L'objectif était simple, non seulement le réparer, mais le rendre plus solide que les spécifications d'usine. Chaque angle, chaque connexion a été testé avec des mesures et des simulations de contraintes. Matt a tout documenté, angle de caméra montrant des comparaisons avant et après, gros plan des cordons de soudure et séquences du processus de renforcement. Il ne s'agissait pas d'une simple réparation, il s'agissait d'une évolution technique. Même dans les opérations les mieux planifiées, des contretemps surviennent. Alors que l'on serrait l'un des boulons de fixation, un claquement a retenti dans le garage. Un couple de serrage incorrect avait provoqué la rupture de la fixation. Une brève pause, un boulon de remplacement et un nouveau couple de serrage minutieux plus tard, le support était de nouveau sur la bonne voie. L'équipe de Matt n'a pas paniqué. Il savait que ces contretemps faisaient partie du processus, commentera plus tard Matt en voix off. Chaque défi a renforcé leur détermination. Une fois le support réparé et renforcé, l'équipe a remonté les composants. L'alignement a été vérifié à de multiples reprises, les connexions ont été contrôlées à 2 reprises et chaque soudure a été inspectée. La Chiron n'était plus une simple épave.
C'était un symbole d'ingéniosité et de détermination. L'Internet a suivi chaque instant. Les commentaires ont afflué. Incrédulité, stupeur et excitation devant l'audace de réaliser ce que Bugatti prétendait ne pouvoir faire que dans 2 usines au monde. Remontage et premier démarrage du moteur. Après des semaines de démontage, de soudage et de renforcement, il est enfin temps de procéder au remontage. Matt Armstrong et son équipe ont commencé à tout reconnecter, faisceaux de câbles, conduites de fluide et échappements valvétroniques personnalisés. Chaque connexion était importante. Un fil oublié ou une ligne mal alignée pouvait ruiner le moteur ou provoquer une panne catastrophique. L'équipe a procédé avec prudence mais efficacité en vérifiant chaque étape, en mesurant les valeurs de couple et en documentant les progrès pour plus de transparence. Il ne s'agissait pas simplement de remonter une voiture, mais de reconstruire une hypercar dans un garage où personne ne s'attendait à ce qu'elle survive. Une fois tous les systèmes connectés, le moment de vérité est arrivé. Matt s'est installé dans le siège du conducteur, a pris une grande inspiration et a appuyé sur le bouton d'allumage. Instantanément, le veau-d'ose s'est mis à rugir. Des étincelles d'excitation et de tension envahissent le garage. Le moteur tourne parfaitement au ralenti, les vibrations sont régulières, les fluides sont fluides. L'électronique répond comme il se doit. Sans perdre une seconde, il enclenche la vitesse. La transmission s'est enclenchée en douceur. La Chiron n'était pas seulement réparée, elle était pleinement fonctionnelle. Cette étape a été plus importante que ce à quoi tout le monde s'attendait. Bugatti avait publiquement affirmé que la réparation ne pouvait être effectuée que dans 2 établissements agréés dans le monde. Les garages indépendants, selon eux, n'avaient ni les outils, ni l'expérience, ni l'autorité nécessaire pour tenter une telle reconstruction. Pourtant, voilà que Matt prouvait le contraire. Il ne s'agissait pas simplement de faire démarrer le moteur, mais de prouver qu'un Persport pouvait survivre à un démontage complet, à une défaillance catastrophique, du support au soudage, au renforcement et au remontage, le tout en dehors de l'environnement de l'usine. Les implications étaient énormes. La réaction a été immédiate. La vidéo du premier démarrage du moteur a été visionnée des millions de fois en une nuit. Les commentaires ont afflué incrédulité, stupéfaction et admiration pour le souci du détail. L'émotion était à son comble. Après des semaines de tension de revers et de travail acharné, le son du moteur a confirmé que leur planification, leurs compétences et leur courage avaient porté leurs fruits. Chaque support renforcé, chaque fracture soudée, chaque boulon cassé, remplacé, chaque petite victoire a abouti à ce moment décisif. Le sourire de Matt n'était pas seulement lié au démarrage de la voiture, mais aussi à la preuve que la persévérance, la confiance en l'équipe et une détermination sans faille pouvaient renverser des décennies d'exclusivité des hypercars. Risque permanent. Même après le démarrage de la Chiron Persport, le projet était loin d'être terminé. Le succès du démarrage du moteur a marqué une étape importante, mais la reconstruction comportait des risques permanents qui nécessitaient une attention constante. Le système de refroidissement restait une préoccupation majeure. Les premiers essais avaient été effectués sans liquide de refroidissement, et même une brève utilisation dans ces conditions aurait pu causer de graves dommages au moteur. L'équipe de Matt a surveillé attentivement les températures, s'assurant qu'aucun pic de chaleur ni aucune fuite ne menaçait la virgule veau-d'ose. Le moindre oubli pourrait réduire à néant des semaines de travail méticuleux. Les dommages structurels du train avant ont également posé un problème persistant. L'accident a déformé les supports en aluminium et tordu les points de suspension. Bien que le moteur et la boîte de vitesse aient été sécurisés, ces zones compromises pouvaient affecter la maniabilité, l'alignement et la sécurité à grande vitesse. Chaque inspection a nécessité des mesures précises et des tests répétés pour garantir que le châssis puisse supporter les contraintes normales et extrêmes de la conduite. L'équipe a renforcé les points critiques où les composants d'origine avaient été endommagés, mais même avec des renforts, des points de tension subtils subsistent. La fiabilité à long terme a également été prise en compte. Les hypercars modernes comme la Chiron dépendent fortement de l'électronique des capteurs et des systèmes intégrés pour la gestion du moteur, l'antipatinage et le fonctionnement de la boîte de vitesse. Toute erreur de connexion, de vibration ou d'alignement peut entraîner des défaillances. L'équipe de Matt a passé des heures à tester les capteurs, à vérifier les signaux de l'ECU et à rechercher les anomalies. Les systèmes électroniques devaient être parfaitement synchronisés avec les composants mécaniques reconstruits, ce qui exigeait de la patience et des normes rigoureuses. Un petit oubli dans le câblage ou l'étalonnage des capteurs pouvait rendre la voiture dangereuse ou impossible à conduire.
La reconstruction a utilisé un démarreur provenant d'une Volkswagen Polo 1,9 TDI, une humble pièce de moteur adaptée pour fonctionner dans la voie 12, Ce choix a mis en évidence à la fois l'ingéniosité et le risque. Bien qu'il ait fonctionné comme prévu, il a mis en évidence les méthodes non conventionnelles employées par l'équipe pour réaliser une reconstruction en dehors de l'usine. Chaque composant adapté a dû faire l'objet de tests minutieux pour garantir sa compatibilité et sa durabilité. Le projet avait changé de perception. Au départ, la reconstruction de l'Aciron a été perçue par beaucoup comme un coup d'éclat, une démonstration de savoir-faire et d'audace. Après le premier démarrage du moteur et les essais fonctionnels, l'accent a été mis sur la démonstration d'une véritable fonctionnalité et d'une fiabilité à long terme. Chaque mesure renforcement et essai de système a transformé le projet de spectacle en preuve technique. Le garage est devenu un lieu de démonstration montrant que des ateliers indépendants peuvent s'attaquer à des composants jusqu'alors réservés aux usines. Malgré l'excitation et l'attention du public, l'équipe est consciente des enjeux. La voiture est opérationnelle, mais elle est loin d'être totalement en état de rouler. Chaque entraînement devait être soigneusement contrôlé, chaque point de tension inspecté. Le travail effectué jusqu'à présent avait prouvé la possibilité d'un tel projet, mais les risques persistants soulignaient que la reconstruction d'une hypercar en dehors d'une usine n'était pas un projet anodin. Elle exigeait de la discipline des compétences et une vigilance constante. La reconstruction de la Chiron Persport par Matt Armstrong n'a pas seulement fait les gros titres, elle a déclenché un mouvement mondial. Des ateliers en Europe, en Asie et aux États-Unis ont commencé à étudier ces techniques du soudage précis des supports en aluminium moulés aux solutions créatives du marché secondaire, en passant par les composants imprimés en 3 dimensions. Les constructeurs indépendants, autrefois mis à l'écart par les restrictions imposées par l'usine, ont maintenant vu une voie à suivre. Les méthodes mises au point par Matt ont été adaptées, affinées et appliquées à d'autres hypercars, transformant un simple projet de garage en un modèle pour un réseau mondial de reconstructeurs de haut niveau. L'impact plus large est allé au-delà du partage des compétences. Le projet de Matt est devenu un symbole du mouvement 2026 pour le droit à la réparation des hypercars. Des pétitions européennes et britanniques citant sa reconstruction comme précédent ont déjà dépassé les 50 signatures exigeant que les constructeurs cessent d'établir des listes noires de VIN et de refuser des pièces aux ateliers indépendants. Alors qu'auparavant, une hypercar accidentée ne signifiait que l'intervention de l'usine, la conversation a désormais changé. La réparation indépendante n'était pas seulement possible, c'était aussi une question de droit des consommateurs. Ce qui a commencé comme un défi lancé par un seul homme à l'exclusivité de Bugatti s'est transformé en une prise de conscience à l'échelle de l'industrie. Le défi lancé par Matt a démontré que les compétences techniques, une planification minutieuse et l'ingéniosité pouvaient contourner des barrières longtemps maintenues dans le monde des voitures exotiques. Les ateliers du monde entier se sentent désormais habilités à tester les limites à innover et à remettre en question les monopoles des constructeurs en matière d'accès aux réparations. L'arc de la révolution des garages ne concerne pas seulement les voitures, mais aussi un changement d'état d'esprit. L'histoire est passée de la cascade et du spectacle à la preuve pratique et à l'action collective. La reconstruction de Matt est désormais citée dans les forums, les groupes en ligne et les communautés techniques comme un exemple tangible de ce qui est possible lorsque des ingénieurs indépendants refusent d'accepter des restrictions. Son travail a inspiré de nouvelles collaborations, des ateliers transfrontaliers et une culture où l'ingéniosité et non l'autorisation de l'usine est le moteur du progrès. Matt Armstrong vient de réécrire les règles de la réparation d'hypercars, transformant une Chiron accidentée en une source d'inspiration mondiale. La révolution des garages est en marche, prouvant que l'impossible n'est pas définitif. Si vous voulez plus de reconstructions époustouflantes et de drames techniques en coulisses, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite.